en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Naël Amamé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes co-directeur des Cours Legendre. Oh là là, les Cours Legendre, ça me rappelle tellement mon enfance. Erwan Lehou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes doctorant en sciences de l'éducation. Merci d'être là pour nous parler notamment des stages de vacances, les fameux stages de révision ou de rattrapage, on appelle ça comme ça. Mais justement, peut-être que la question, la première, elle est sur ce point précis. Est-ce que c'est vraiment, on comble les lacunes? Est-ce qu'on rattrape quelque chose ou est-ce qu'on conforte finalement ces apprentissages? Eh bien, on a vraiment deux types effectivement de familles. Pour certains élèves, il s'agit de rattraper un retard, de revenir au niveau, de combler les lacunes. Et puis pour d'autres qui sont déjà bons, c'est de viser l'excellence parce qu'ils ont des concours à passer ou parce qu'ils souhaitent avoir un très bon dossier pour accéder à des études prestigieuses. Dans une longue interview l'année dernière, Emmanuel Macron avait dit que les vacances étaient trop longues pour certains élèves en difficulté, qu'il fallait justement se saisir de ce moment, de ce temps pour rattraper et se remettre à niveau. J'aimerais votre idée sur la question, Erwan Lehou. Est-ce que justement c'est une idée qui tend à se généraliser selon vous? Oui, alors, deux choses. Je reviens d'abord sur, effectivement, il y a bien deux types de familles. Et ce c'est que c'est très très lié à l'origine sociale. On constate avant tout que les familles les plus aisées sont celles qui sont le plus quand même dans une optique, ce que j'avais appelé de produit dopant, d'essayer de s'en sortir le mieux dans la compétition scolaire. Et les familles d'origine populaire ont recours souvent à des cours gratuits pour le coup, davantage dans une logique de voiture-balai de la compétition scolaire pour essayer de rattraper des lacunes qui en général s'accumulent. Et la problématique, c'est que pour ces élèves-là, en l'occurrence, les cours en plus, ils sont en général très peu efficaces, contrairement au premier. Quand il s'agit de progresser de quelques points, d'avoir un petit coup de pouce, ça fonctionne assez bien. En revanche, quand il y a des lacunes qui s'accumulent, qui se sont accumulées, on est beaucoup plus impuissant quand on individualise comme ça à rattraper le retard pour tout un tas de raisons qui ont été bien démontrées par les sciences de l'éducation et sur lesquelles je pourrais revenir. On va y revenir sur justement ce problème très important qui est même vraiment majeur sur le souci de l'inégalité justement des élèves face à l'apprentissage. Mais j'aimerais qu'on revienne juste sur le point de vue politique, excusez-moi 2 secondes, mais sur l'idée des vacances imprenantes tout d'un coup et au choc des savoirs. Est-ce que finalement c'est ça, on est passé d'un concept à l'autre selon vous, Naël Amamé? Oui, alors il y a plusieurs choses. Tous les élèves sont différents. Alors, bien sûr, il y a la situation qu'évoquait Erwan de la situation financière, mais ce n'est pas le seul. Il y a des inégalités qui sont dues à d'autres facteurs. Il y a des élèves qui apprennent très bien, je dirais, hors vacances scolaires. Il y en a d'autres, quelle que soit l'origine sociale, qui ont besoin de réviser parce qu'ils n'ont pas suffisamment assimilé. Il y en a qui, pour des facteurs extérieurs, ont besoin de réviser parce que, par exemple, ils ont eu un professeur absent. Il peut y avoir énormément de raisons qui font que certains, pas tous, certains, ont besoin de réviser pendant les vacances scolaires. Et je pense que c'est une très bonne décision pour certains élèves de réviser un petit peu pendant les vacances scolaires. Notamment, je crois que la proposition politique, c'était 1 semaine avant la rentrée scolaire. Chez Cours Legendre, la semaine de vacances scolaires, on a le plus de demandes de stage. C'est cette fameuse semaine juste avant la rentrée. Les vacances scolaires, c'est à peu près 3 mois. C'est très important de se reposer. Maintenant, on peut consacrer 1 semaine avant les vacances scolaires ce qu'on appelle les stages de pré-rentrée à réviser. C'est vraiment nécessaire pour certains. Et c'est une très bonne chose que la politique s'en empare ouais. Pour que finalement, tout le monde y ait droit, quels que soient ses moyens. 1 semaine, ça suffit? 1 semaine avant la rentrée? En tout cas, c'est mieux que rien. C'est vraiment quelque chose qui permet à certains élèves d'être plus préparés le jour de la rentrée parce qu'en 1 semaine, ils ont quand même la possibilité de voir certains points du programme de l'année précédente qui leur permet justement de ne pas arriver avec un boulet des lacunes qui, là, pourraient décupler les difficultés une fois la rentrée arrivée. Alors un essor incroyable, 25% de croissance, le marché du soutien scolaire est en plein essor. Pourquoi les cours particuliers et le coaching scolaire ont-ils un succès si important en France? Et surtout, qu'est-ce que ça dit de la société selon vous, Erwan Lehou? Que ça traduit avant tout le renforcement de la compétition scolaire dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que petit à petit, toutes les familles ont pris conscience qu'il y avait une importance majeure à réussir scolairement si on voulait
ensuite, sans notamment. Et pour certaines familles, ça se traduit par la nécessité d'investir. C'est notamment vrai, et dans ces cas-là, on se tourne vers des solutions privées et marchandes. C'est notamment vrai des classes moyennes, du pôle économique, c'est-à-dire des classes moyennes qui ont une situation économique confortable, mais qui, en revanche, scolairement, n'ont pas forcément un bagage qui est équivalent à celui des enseignants ou de certains cadres, etc. Et qui voient là une manière finalement de convertir un peu leur capital économique en capital scolaire pour assurer l'avenir de leurs enfants. Ça dit d'abord ça, et puis ça dit autre chose, ça dit aussi petit à petit le retrait des services publics, le fait que l'école laisse finalement les leçons à d'autres, à des acteurs extérieurs, de traiter la difficulté scolaire. Il n'y a plus d'ambition globalement à l'école de traiter la difficulté scolaire en tant que telle. Pas de la faute des enseignants, ils sont à la fois sommés de le faire, mais en même temps, on ne leur donne ni les moyens ni le temps. Et en fait, on privilégie, et c'est vrai aussi bien avec les recours au privé, mais c'est vrai aussi avec des recours à des associations, etc. On privilégie toujours d'individualiser le traitement de la difficulté scolaire. Il y a plusieurs notions qui sont dites à ce moment-là, enfin, sur ce que dit Erwan Le Haut. C'est-à-dire que, à la fois la notion de performance, j'aimerais une réaction à ce sujet, et aussi effectivement sur la notion d'élite, en fait. Alors pas d'élite sur le plan de la performance pour le coup, mais sur le plan de l'élite sociale, du coût finalement de ces stages. Oui, alors c'est plus complexe que, je dirais, quelque chose de caricatural en disant il y a les pauvres et il y a les riches. Quand vous êtes enfant de professeur, vous êtes dans un contexte qui vous permet d'être aidé scolairement et de réussir. La difficulté, c'est que chaque enfant est différent de par la façon dont il apprend le mieux. Et aujourd'hui, les enseignants font un super travail, mais ce n'est pas possible de faire du sur-mesure avec 30 élèves dans une classe. Chez Cours Legendre, depuis 70 ans, on accompagne justement, en plus de l'école, un accompagnement de soutien scolaire. Alors, il y a les cours particuliers, mais rien que les stages, c'est entre 3 et 12 élèves, en moyenne 5-6. Et on voit que ces mêmes enseignants qui, pendant l'année, font de leur mieux avec 30 élèves, et surperforment quand ils en ont 5, 6, 7, ces mêmes élèves, ces mêmes professeurs, parce qu'on arrive sur des petits groupes réduits. Mais la surperformance, pardon de vous couper, mais on est d'accord qu'on ne parle pas des élèves, mais bien des professeurs qui vont donc réussir à combler les lacunes de ces élèves-là. Est-ce que vous êtes face à des élèves qui doivent plutôt combler leurs lacunes ou, comme le dit effectivement Erwan Le Haut, cette notion de vraiment d'être dans une élite, dans les meilleurs et dans la performance absolue où on essaye d'être vraiment dans le haut du panier? Oui, on a vraiment les deux qui cohabitent dans les mêmes groupes. Ils peuvent cohabiter? Ils peuvent cohabiter parce que justement à 5, 6, 7, même jusqu'à 12, le professeur peut s'adapter, adapter les exercices, adapter les feedbacks et s'adapter sur un petit groupe. Encore plus évidemment en cours particulier, mais déjà sur un petit groupe c'est possible. Chez Cours Legendre, on prend des professeurs de l'éducation nationale pendant les vacances scolaires dans les lycées. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez les mêmes élèves, vous avez les mêmes professeurs et c'est dans les mêmes endroits. La différence, c'est qu'effectivement, vous avez cette notion de petit groupe. Vous avez des élèves qui visent la performance parce qu'ils sont en terminale et qui veulent passer un concours post-bac, école de commerce ou ingénieur, parce qu'ils visent un super dossier Parcoursup. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a une notion de performance. Mais vous avez aussi l'accompagnement en primaire, en collège et avant le bac, où des familles ont bien conscience, quel que soit leur niveau social, quel que soit leur revenu, que c'est maintenant que ça va se jouer. Le but, c'est pas forcément d'avoir 18 ou 19, c'est que quand ils notent dans une matière une difficulté au cours de l'année, ils se disent vaut mieux tout de suite rattraper cette lacune en mathématiques, c'est par exemple la matière la plus demandée, pour que ça ne s'accumule pas, que l'élève ne soit pas largué dans les années qui vont suivre. Alors je comprends quand vous dites quel que soit le niveau social, mais en fait quand même c'est une vraie importance, le problème des inégalités. Vous en parliez, Erwan Le Haut, justement, quelles sont les possibilités pour les familles qui ont moins de possibilités financières pour proposer des stages de rattrapage à leurs enfants? Je vais répondre à la question simplement. La question de la performance, elle est quand même très minoritaire. C'est moins de 10% globalement dans les cours particuliers ou dans les cours payants. Ça reste quand même plutôt ce que vous expliquez, effectivement, rattraper des petits trucs.
un point de moyenne par-ci, une petite difficulté dans telle matière. C'est quand même ce qu'on retrouve majoritairement dans le profil des élèves qui se tournent ou dont les parents se tournent vers des cours marchands. Contrairement, et je viens à la réponse à la question posée, contrairement à ce qui existe pour des familles qui n'ont pas les moyens de recourir à des cours payants et qui peuvent se tourner vers des cours gratuits qui sont proposés, vers des dispositifs, vers des programmes qui existent au sein même des écoles en général, où là, on retrouve beaucoup plus des élèves qui ont déjà des lacunes, qui ne sont pas de l'ordre du petit point de programme à réviser ou du petit point de moyenne qui manque ici ou là, mais qui sont des lacunes qui sont beaucoup plus importantes. Et c'est là que, même en petit groupe, même individuellement, on est beaucoup plus impuissant, parce que finalement, quand bien même on fait un travail, en général, on brouille les choses plus qu'autre chose chez l'élève, qui, à la limite, grâce à ça, va tenir 1 an de plus, 2 ans de plus, mais de toute façon, les difficultés, en général, finissent par arriver. Et on constate assez majoritairement que les dispositifs gratuits qui peuvent exister, ils fonctionnent pour quelques élèves, et heureusement, mais dans la grande majorité des cas, ils sont assez neutres, voire ils s'avèrent contre-productifs parfois. Et on y Vous voulez pense. réagir à ce que vous disiez? Oui, je ne serais pas aussi fataliste parce qu'on a de vraies belles histoires grâce aux enseignants. On travaille avec une institution qui s'appelle l'OCIRP, qui accompagne les enfants qui ont été déscolarisés suite à un drame familial. C'est des enfants qui sont devenus orphelins du jour au lendemain. C'est des enfants qui sont, pour certains, largués scolairement, qui tombent très bas, qui ont beaucoup de lacunes. Et quand on trouve le bon professeur qui va accompagner cet élève sur quelques mois, les progrès sont phénoménaux. Donc, bien sûr que c'est compliqué de rattraper tout le monde. Maintenant, on voit vraiment des cas où le bon enseignant, avec le bon accompagnement sur la durée, peut aider des élèves qui ont des difficultés, quelle que soit l'origine. Ils peuvent avoir un drame familial, ils peuvent avoir des difficultés d'ordre mental, des maladies, des choses comme ça, qui font qu'à un moment donné, en quelques mois, on a des retours de la famille, de l'élève, qui nous dit « parce que j'ai eu la chance d'avoir ce professeur-là, j'ai pu partir de très bas à très haut ». Donc, ce qui est valable aussi de manière générale dans l'enseignement, quoi qu'il arrive, avec tous les professeurs que l'on va rencontrer, on connaît des très belles histoires d'enfants qui effectivement ont eu de très bonnes notes grâce à un professeur qui les a tout d'un coup amenés vers la réussite. Mais justement, cette question du professeur, dites-moi, oui, Erwan? Oui, pardon, excusez-moi, mais si je puis me permettre sur cette question de fatalisme, je dirais plutôt d'objectivation, et c'est ça quand même qu'on nous demande, nous, en tant que chercheurs, c'est d'aller voir ce qu'il en est, non pas quand on regarde une très belle histoire, quelques très belles histoires, et heureusement il y en a plein, mais quand on regarde les statistiques qui montrent que globalement, ces très belles histoires, elles sont très largement minoritaires. Alors, tant mieux que ça puisse marcher pour quelques élèves, mais quand on essaie de creuser dans des déterminants qui peuvent expliquer ces très belles histoires, la plupart du temps, il y a eu, comme vous l'avez expliqué d'ailleurs, un drame familial à un moment donné, une cause qui est très facilement identifiable et qui permet du même coup de trouver des solutions. C'est pas forcément le bon prof avec le bon élève, c'est parce qu'en fait, on connaît l'origine de la difficulté, mais si ce sont des difficultés beaucoup plus enquistées, qui viennent de beaucoup plus loin, notamment des difficultés sociales qui s'y ajoutent, malheureusement, les statistiques montrent que cette solution-là, l'individualisation, elle ne fonctionne globalement pas. Et pendant qu'on travaille sur cette individualisation-là, pendant qu'on multiplie ce genre de dispositifs, on oublie de faire le reste, c'est-à-dire de se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire dans la classe pour faire en sorte que le moins d'élèves possible ne soient pas en mesure de répondre aux attentes de l'école. On oublie d'ouvrir ce chantier. Pardon, mais ce ne sont pas deux questions différentes, ça, justement, parce que malheureusement, quand on est parent, on n'a pas forcément la possibilité de faire changer les choses au sein d'une classe. En revanche, on peut peut-être essayer de faire en sorte d'obtenir soit des sessions de rattrapage de cours gratuits ou privés quand on a la possibilité de le faire. Est-ce que ce sont deux questions différentes, Erwan? Bien sûr, tout à fait. Et là, on passe de la question collective à la question individuelle. Et il est évident qu'au niveau individuel, en tant que parent, il est bien légitime de tenter toutes les solutions qui peuvent s'offrir à nous, tout en ayant conscience que ce ne sont pas des solutions miracles, mais si les solutions sont là, on
on comprend mal pourquoi est-ce qu'on s'en priverait en tant que parent. Et c'est là tout le hiatus, effectivement, qui fait que souvent les recherches sont mal comprises. C'est qu'il y a deux questions différentes qui se posent. Oui, ce que vous voulez dire, c'est relever effectivement les problématiques de l'éducation nationale, et elles sont nombreuses, puisqu'on en parle tous les jours ici, et on le sait à quel point c'est compliqué. Mais en tout cas, si on se base sur les derniers résultats PISA, on sait que les élèves français ont du mal, a priori, en français et en maths, d'où les fameux savoirs fondamentaux, le choc des savoirs et autres termes utilisés. Est-ce que c'est vraiment sur ces deux matières principalement, Naël Hamamé, que se posent les cours, en tout cas les propositions de soutien chez Cours Legendre? La matière la plus demandée chez Cours Legendre, c'est les mathématiques, et de très loin. Avec les filles aussi ou pas? Parce que encore une étude est sortie ce matin, il me semble, disant qu'il y avait très très peu de femmes qui allaient vers les matières scientifiques. Est-ce toujours le cas? En tout cas, aussi bien les femmes que les hommes demandent de l'accompagnement sur les mathématiques. C'est la matière numéro 1 demandée, et de très loin. Et en 2, effectivement, c'est le français. Donc, ça veut dire qu'ils s'y intéressent ou ça veut dire qu'ils ont plus de mal? Ça veut dire que c'est là où ils ont le plus de mal, ou c'est là où ils voudraient le plus progresser. Et d'ailleurs, pour le bac, pour Parcoursup, pour certaines filières en tout cas, c'est vraiment ces matières-là qui ont le plus de coefficients. Ce qu'on constate, c'est que il y a une forte demande sur les mathématiques en 1, sur le français, sur l'anglais, sur ensuite sur les sciences physiques. C'est les matières qui sont les plus demandées aussi bien par les hommes ou par les femmes. Là où il y a, pour revenir à quelque chose que tu disais, Juan, là où il y a un sujet de financement, vous avez bien dit, il y a deux sujets. Il y a ce qui se passe à l'école, et ça, probablement qu'on peut faire mieux. Et il y a ce que peuvent faire les familles, et là, il y a effectivement la possibilité de se faire accompagner. Mais il y a aussi la possibilité peut-être de trouver des solutions de financement. J'ai quelques exemples en tête. Parfois, c'est les familles qui nous payent. Parfois, c'est des associations. Je pense à la Fondation Archerie, qui aide des jeunes qui viennent des quartiers difficiles. Je pense à Alstom, qui est employeur, qui dit à ses salariés « Je vous finance des cours ». La mairie de Paris, qui pour tous ses agents dit « Vous pouvez aller voir Cours Legendre, c'est moi qui finance une partie des stages, une partie des cours particuliers ». Donc, pour les agents ou pour les enfants d'agents? Pour les enfants d'agents, bien sûr. D'accord, oui. Excusez-moi, oui. Vous avez raison. Non, mais on ne sait jamais. Voilà, et donc il y a plus en plus d'employeurs, privés et publics, d'associations, d'institutions, assurances, prévoyance, etc., qui ont conscience qu'ils peuvent, eux aussi, indirectement, aider les enfants à mieux réussir, au-delà de ce qu'ils font à l'école. Alors, il y a évidemment l'accès financier et puis il y a l'accès tout court. Je parle évidemment des territoires, la différence entre les différents territoires et notamment en ruralité. Est-ce qu'on peut voir objectivement une réelle différence d'accès aux cours de soutien scolaire à Roanne-le-Houx dans les territoires dits ruraux? Oui, pour le coup, c'est pas ce sur quoi j'ai le plus travaillé, mais pour autant, très clairement, Paris concentre une offre de soutien scolaire qui est sans commune mesure avec ce qu'on peut observer dans le reste de la France et a fortiori dans des zones rurales. C'est-à-dire qu'on a un nombre d'entreprises sur Paris même et sa proche banlieue, que ce soit des Cours Legendre, Academia, mais aussi des beaucoup moins connus. C'est extrêmement florissant. On a des entreprises privées qui se sont spécialisées dans le 16e arrondissement, par exemple. Et là, pour le coup, sur quelque chose d'élite, etc. Tout ça, ça existe à Paris, ça n'existe pas ailleurs. Et dans les territoires ruraux, mais finalement, on a quelques professeurs particuliers, etc., qui sont disponibles, mais ils sont effectivement moins nombreux. Est-ce qu'il y a une grosse différence aussi entre le soutien apporté via Internet, donc en non présentiel, ou alors, effectivement, c'est toujours beaucoup mieux, et ça reste une idée un peu vieillissante, mais enfin bon, peut-être que c'est vrai, finalement, de donner cours à des élèves, ici, dans une classe. Oui, alors, concernant la visio, vous avez une première différence qui est énorme. C'est que ça ne bénéficie pas du crédit d'impôt du service à la personne de 50%. Donc on se retrouve parfois avec quelque chose qui peut être paradoxal. On dit à la famille, si le professeur vient chez vous et que le cours est à 50 €, vous ne paierez que 25 €. Si par contre le cours est en visio, vous paierez 50 €. Donc c'est 2 fois plus cher de faire un cours en visio par rapport au professeur qui va directement venir chez vous. Donc évidemment, les familles préfèrent que le professeur vienne. C'est un peu plus compliqué pour le professeur parce qu'il doit rajouter du temps de déplacement pour 1 heure de travail ou 2 heures de travail.
Et la deuxième raison, vous avez raison, c'est quand même mieux. Je pense notamment par exemple aux mathématiques. Il y a des professeurs qui sont créatifs, qui se débrouillent, ils vont mettre 2 caméras, une qui filme ce qu'ils vont rédiger, etc. Mais vous imaginez bien que pour rédiger des équations, voilà, c'est plus compliqué par caméra qu'à côté. Et puis enfin, il y a des choses que l'enseignant va ressentir en étant proche de l'élève qu'il ne va pas forcément avoir par visio. Mais pour ces territoires ruraux dont on parle, on peut imaginer qu'effectivement la distance soit très importante, aussi bien pour les professeurs que pour les élèves et les familles. Et puis c'est une question de sécurité aussi. Est-ce qu'on peut penser, Erwan Le Houx, justement que, eh bien, avec toutes les applications qu'on voit, tout ce qu'on peut voir comme distribution, c'est pas contre les cours Legendre, hein, mais comme distribution sur Internet, on peut imaginer que, eh bien, c'est quand même une solution aussi à ces fameux cours de soutien. Moi, quand j'ai fait mon enquête, la visio, on était au tout début, c'était en 2013, il y a 10 ans maintenant quand même, et donc du même coup, la visio pour les cours, c'est quelque chose dont on n'entendait pas encore parler et qui s'est développé beaucoup plus récemment. Donc j'ai pas pu, comment dire, appréhender s'il y avait une différence auto-qualité ou autre, mais il me semble que de toute façon, dans tous les cas, au regard de ce que j'ai pu dire avant, je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence fondamentale. C'est-à-dire pour des élèves qui en auraient le plus besoin, en tout cas qui ont le plus de difficultés, ce sera compliqué en visio comme en présentiel. Et pour des élèves qui bénéficient traditionnellement déjà de cours particuliers, la visio peut tout à fait suffire aussi. C'est-à-dire que ce sont les mêmes élèves qui y arrivent déjà le mieux avec les cours auxquels ils ont déjà accès qui profiteront de plus de la visio. Et d'ailleurs, ce qu'on peut observer, c'est plutôt une compilation en général des différentes solutions plutôt qu'autre chose. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange. Merci d'avoir été sur le plateau du Grand JT. Naël Amamé, vous êtes co-directeur des cours Legendre, qui existe depuis 70 ans, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et puis Erwan Le Houx, doctorant en sciences de l'éducation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous par Skype. Merci Erwan. Merci à vous. À bientôt. On marque une courte pause, on se retrouve.